tous et merci de votre fidélité. Vous l'entendez souvent, la route tue encore plus de 3000 Français chaque année. Ces accidents plongent beaucoup de familles dans le deuil, mais ils brisent aussi la vie de ceux qui les ont commis. Pour cette émission, nous avons choisi de les réunir autour d'un même thème, le pardon. Bonjour Issa. Bonjour. Issa, vous avez 30 ans et il y a seulement quelques mois, vous avez été condamné à une peine de prison avec sursis car vous avez tué un jeune homme sur la route. Que s'est-il passé ? À l'époque où j'avais une grosse cylindrée, une voiture très puissante, je rentrais d'une fête avec des amis, à savoir que j'avais ni consommé d'alcool, ni fumé aucune substance illicite. Et il faisait très beau sur une intersection où j'ai pas respecté la limitation de vitesse, hein, clairement. Il y a une voiture qui elle-même n'a pas respecté un stop, d'accord, qui avait sur ma droite, qui est venu traverser la voie de bus qui nous séparait et se mettre sur ma route, en fait, tout simplement. Vu la vitesse à laquelle je roulais, j'ai pas pu éviter le choc et je l'ai tapé en fait de plein fouet sur le côté latéral de la voiture. Vous rouliez à combien ? Je pourrais moi-même pas le dire. Pour moi, ma vitesse, elle était à peu près pour moi 90 à 100 km/h, mais exactement, je ne pourrais pas vous le dire. Au lieu de combien ? C'était limité à 50. Pourquoi avez-vous choisi aujourd'hui de témoigner anonymement ? Anonymement parce que je trouve que c'est déjà un effort de ma part de venir sur un plateau télé et que j'ai pas envie que mon entourage il y a des gens qui ne sont pas au courant en fait de ce qui m'est arrivé le soit tout simplement. Et il y a aussi le fait que la famille de la personne, voilà, c'est un travail envers eux que j'ai à faire et c'est plus vers eux que je dois me diriger que d'en parler forcément à tout le monde, quoi. Ça fait combien de temps que ça vous est arrivé ? Ça fait à peu près 6 ans. Vous diriez quoi à la famille de la victime si vous pouviez lui parler ? Il n'y a pas de mots. Je pense pas que dans ces circonstances terribles, qu'on puisse exprimer vraiment la grandeur hein, du choc qui les a touchés, hein, parce que c'est plus eux aujourd'hui que moi qui souffrent. Mais les mots, je sais pas, mais il n'y a pas de discours préparé en fait. Ça sera vraiment instantané. Et bien sûr, le fait qu'on regrette et que leur demander pardon, tout simplement, mais j'ai rien de préparé. Voilà. Vous avez déjà cherché à les rencontrer ? Plusieurs fois, hein. Plusieurs fois. Ils ne le souhaitent pas ? Non, ils ne le souhaitent pas, ce que je comprends tout à fait. Ça vous soulagerait de pouvoir les rencontrer ? Ouais, beaucoup, ouais. Donc si vous êtes ici aujourd'hui, c'est surtout pour leur adresser un message ? Oui, bien sûr. Voilà, le fait que je vienne sur un plateau télé, déjà de parler de ce qui s'est passé, et qu'ils, de toute façon, ils me reconnaîtront vu que l'histoire, voilà. Donc, oui, j'espère qu'ils m'entendront déjà sur le plateau, s'ils peuvent voir au bon moment l'émission. Ouais. J'espère que ça les interpellera. Pardon. Alors avec nous aujourd'hui, Yvonne Poncet-Bonissol et Marc Gégère, qui sont là pour nous éclairer de leurs commentaires sur votre parcours et sur celui de nos autres invités. Yvonne, que vous inspire le besoin d'Issa de s'expliquer auprès de cette famille ? Je crois que c'est une demande totalement légitime que de vouloir affronter aussi la famille. Pourquoi ? C'est oser être face à face avec sa culpabilité, dire à la famille l'horreur de son acte, avoir aussi et tenter d'avouer combien il a de la compassion pour eux, parce qu'on entend que la souffrance, vous le soulignez, est de leur côté. Et tant soit peu, avoir un peu de clémence
pour passer à autre chose, la clémence de la part de la famille. Mais je crois que avoir une confrontation directe, ça peut être difficile, parce qu'il peut y avoir un bouleversement émotionnel. Alors avant cette confrontation directe, peut-être une forme d'écrit, un petit signe, un rituel, pour avancer et pour progresser, pour que cette culpabilité, non pas s'amenuise, mais que la souffrance soit moindre. C'est difficile de vivre en portant un poids pareil. Avoir une mort sur la conscience, c'est quelque chose qui peut traîner toute une vie, mais ça se cicatrise plus ou moins bien. Mais la culpabilité, c'est quelque chose qui vous ronge, qui vous empêche d'avancer et souvent qui vous empêche d'être heureux et de tourner la page, comme s'il y avait des ratages qui se mettaient en place au quotidien pour justement payer. On paye une lourde peine qui ne vienne pas du juge, mais on s'auto-flagelle et on est à la fois son juge et son propre bourreau. Issa, vous vous reconnaissez dans les propos d'Yvonne? Ouais, exactement. C'est une souffrance au quotidien, hein, surtout dans les premières années où on se demande voilà, pourquoi moi, pourquoi et comment. Mais au final, avec le temps, on arrive à vivre avec. Mais c'est surtout la conscience, quand on en a une, hein, qui réveille, hein, de temps à autre, un peu moins fréquemment, mais de temps à autre, ouais, c'est des moments d'absence au fait, où on me parle et des fois j'entends, mais je ne comprends même pas tellement, voilà, je suis ailleurs. C'est vrai que souvent la nuit aussi, en pleine nuit, on se réveille et on pense à ça. On pense à la famille, on pense à ce qu'aurait pu devenir la personne. Ça vous obsède? Ça m'obsède pas, mais j'oublie pas. En gros, voilà, c'est quelque chose qui comporte, tout simplement. On voit en tout cas à quel point vous êtes affecté, oui, aujourd'hui encore. Marc, dans votre métier, des histoires comme celle d'Issa, vous en voyez beaucoup, j'imagine? Oui, j'ai souvent l'habitude de dire que les homicides involontaires dans des accidents de la route sont des drames partagés. Parfois, c'est un peu choquant au départ d'entendre ça, mais finalement, c'est un drame des deux côtés qu'on se place. De celui qui, évidemment, de la famille qui a perdu un être cher, c'est absolument abominable et ça, tout le monde peut le comprendre, mais aussi de celui qui va se retrouver à porter ce poids de culpabilité qui correspond au fait d'avoir ôté la vie de quelqu'un. Même si ce n'était pas ce qui est le but recherché, évidemment, le résultat est là. Et j'ai en mémoire deux histoires qui sont encore plus prégnantes de ce point de vue-là. C'est lorsque le cas de figure est que dans la même voiture, vous avez deux meilleurs amis et ils sortent de boîte et celui qui prend le volant est celui qui est peut-être le moins éméché, mais il l'est quand même. Accident et il tue son meilleur ami. J'ai deux jeunes en tête, dont un qui est toujours incarcéré et qui refuse de faire quelque aménagement de peine que ce soit. Et ça, je voudrais rebondir sur ce que disait Yvonne, parce que finalement, le fait pour des auteurs d'homicides involontaires de se retrouver confrontés à la souffrance de la famille, de celui qui est parti, ou à la justice, c'est aussi un moyen d'accepter ce qu'on a fait. J'avais entendu une fois un expert psychiatre dire, mais il vaut mieux une sanction judiciaire que la sanction qu'il s'infligerait lui-même. Parce que le poids de culpabilité est tellement important qu'il devient totalement invalidant. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus que vivre avec cette idée. C'est la raison pour laquelle, effectivement, quand je parle de drame partagé, même si parfois je sens un soubresaut chez les familles de victimes lorsque je dis ça, je pense qu'on peut accepter cette idée-là, même s'il ne s'agit pas de mettre, j'allais dire, un curseur sur l'intensité des douleurs. Mais les douleurs sont partagées. Alors, on va revenir au témoignage d'Issa. Qu'avez-vous vu lorsque vous avez ouvert les yeux après la collision? On comprend rapidement ce qui s'est passé, on comprend. C'est pas quelque chose qui met du temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Là, c'est instantané. On sait très bien qu'on vient malheureusement de causer quelque chose qui sera irréversible, quoi. J'ai su à cet instant que ça ne sera plus jamais comme avant, quoi. Donc j'imagine que vous avez été placé en garde à vue rapidement? Oui, j'ai été à l'hôpital faire un examen médical, prise de sang, qui s'est, comme j'ai dit au début, tout était négatif, hein. Donc j'ai été en garde à vue face à des policiers qui ont été tout de suite très professionnels, compréhensifs, hein. Ils ne m'ont pas jeté du tout la pierre, parce que j'ai été directement
Dans le témoignage, j'ai pas essayé de cacher ma faute, d'accord. J'ai dit, voilà, j'ai affirmé que je roulais pas à 50, hein, ça c'était clair et net. Donc après, j'ai été placé en garde à vue, 2 jours, déféré devant le juge d'instruction, d'accord, où j'ai expliqué aussi mon histoire. Et j'ai été placé sous contrôle judiciaire pour une durée de 18 mois en attendant le jugement. Voilà. À savoir que mon permis ne m'a pas été retiré tout de suite, en gros. Voilà. Et puis vous avez été condamné pour homicide involontaire. J'ai été condamné à une peine de sursis. J'ai été condamné à une annulation du permis. Vous avez trouvé que c'était trop clément comme, non, pas du tout. Comme condamnation? Pas du tout, non, pas du tout, parce que ça reste un accident, c'est involontaire, hein, comme je vous ai dit. Oui, peut-être qu'être enfermé, ça m'aurait fait réfléchir, mais je réfléchis déjà pas mal, donc je pense que ça n'aurait pas servi à grand-chose en fait. Et ça, on va se placer maintenant de l'autre côté. Florence est avec nous. Certains de nos téléspectateurs vous auront peut-être reconnu. Vous êtes comédienne, Florence, et vous êtes ici car vous avez perdu votre fils, Nicolas, dans un accident de voiture en 1998. J'imagine que pour vous, ça doit être... je ne sais pas ce que vous ressentez d'ailleurs en écoutant le témoignage d'Issa, en entendant cette obsession qui le hante. Et est-ce que vous auriez accepté de l'écouter et de lui offrir votre pardon? Quelle est votre position? Alors d'abord, je voulais vraiment vous féliciter parce que ça doit faire beaucoup de bien à la famille d'entendre un discours comme le vôtre. Quant à mon assassin, je sais qu'il est incapable d'un dixième de votre discours. Je l'ai vu au tribunal et là, il faut oublier, quoi, complètement. Mais ça doit vous faire du bien aussi. Et ce que je disais, les accidents de la route, ça peut être provoqué par tout le monde, notamment un homme bien comme vous. C'est arrivé. Ça vous aurait apaisé ou soulagé de pouvoir parler avec celui qui a été à l'origine du décès de votre fils? Si ça avait été un vrai discours, comme ça, un vrai discours. Le mien, je pense pas. Il avait été à la barre parce que son avocat avait dû lui dire il faut aller à la barre, il faut faire des excuses, peut-être que vous aurez un peu moins de prison. Il avait dit oui, alors ce que j'ai fait, ça doit pas être bien. Et le juge lui avait dit quant à vos excuses de perlimpinpin, ça fait pleurer personne parce que c'était tellement faux, ça sonnait tellement faux que c'est mieux de... Bon, là, on laisse tomber. Mmh. Oui, donc vous auriez accepté de l'entendre s'il avait eu un vrai discours un vrai comme discours, celui d'Issa. Un vrai remords, un vrai ressenti. Or, le mien, pour moi, n'a aucun ressenti. À quoi a-t-il été condamné? À 4 ans de prison, dont 2 ans ferme. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je pense que c'est un peu inutile. J'aurais préféré qu'il y ait une loi qui fasse que ce soit inscrit sur vos feuilles de paye pendant 10 ans. Pourquoi? Parce que là, quand il ne se sent pas coupable, comme c'est le cas de mon assassin, il est obligé. On se sert des feuilles de paye pour louer un appartement. Et sa petite copine lui aurait dit « C'est qui Nicolas ?» Et là, va expliquer que tu as tué mon fils. Voilà. Alors, si la peine est plus lourde, c'est qu'il était récidiviste? Oui, récidiviste. Il avait 1,8 g d'alcool dans le sang. Il roulait à 120 km/h en ville. La totale, délit de fuite, non-assistance à personne en danger, contrairement à monsieur. Enfin, vraiment, tout. On a tout. Réaction de Marc? Oui, alors déjà, je voudrais expliquer pourquoi le pauvre Issa a passé 2 jours en garde à vue, alors que finalement, il s'explique immédiatement. Il ne dissimule rien. C'est tout simplement parce qu'on lui fait une prise de sang et qu'il faut 2 jours pour avoir les résultats. Pourquoi la prise de sang? Parce que si on conduit en état alcoolique ou sous l'emprise d'un produit stupéfiant, ce sont des circonstances aggravantes qui vous font encourir des pénalités plus lourdes. D'où la différence de traitement sur le plan judiciaire entre l'histoire d'Issa et l'histoire de l'auteur des faits par rapport à Nicolas, qui lui a cumulé tout ce qui pouvait être cumulé, puisque c'était en plus avec un délit de fuite. On avait fait une émission il n'y a pas très longtemps d'ailleurs là-dessus. Délit de fuite, conduite en état alcoolique, sous l'empire de stupéfiants, non-assistance à personne en danger. Enfin, c'est un couard, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout voulu faire face et qui, je suis d'accord avec ce que Florence dit, c'est pas la prison qui va amender le comportement de ce garçon-là. Mais à un moment donné, il faut bien que la société ait une réponse.
Et cette réponse, elle doit être proportionnée à la prise de conscience qu'a la personne du mal qu'il a pu causer. Comme il n'y a aucune prise de conscience, eh bien, il faut qu'il y ait une réponse judiciaire lourde. Ça me paraît la moindre des choses. Et vous, Louis-Henri, que vous inspire le témoignage d'Issa ? Je trouve que sa démarche, elle est honnête, elle est sincère surtout. C'est surtout sa sincérité qui est touchante. Il a pris à bras-le-corps sa situation. Il a fait face, il accepte la vérité avec les conséquences que cela génère. Moi, je trouve que c'est vraiment... c'est respectable. J'imagine très bien ce qu'il a pu ressentir lorsqu'il a commencé à se rendre compte de l'état de la situation. Alors vous aussi, vous avez été jugé responsable d'un accident alors que vous étiez chauffeur de bus à Paris. Oui. Que s'est-il passé ce vendredi 2 mai 2008 ? Oh, écoutez, voilà, j'avais déjà fait un aller-retour sur la ligne 43. Donc c'était Gare du Nord, Neuilly-Bagatelle. Et à mon deuxième tour, je partais tranquillement de Gare du Nord. J'ai dû demander à ma régulation par téléphone si je pouvais ralentir parce qu'il y avait une intervention des sapeurs-pompiers sur le parvis de la Gare du Nord. Ce qu'ils ont totalement accepté afin de laisser une distance. Donc j'avais aucune contrainte de temps ou quoi, ok, j'étais vraiment bien, il faisait super beau, c'était un jour férié, beaucoup de personnes avaient fait le pont. Je descends l'avenue Lafayette, la rue Lafayette, et je me mets au feu, je vois un cycliste qui est en face de moi, au milieu de la chaussée, on passe au vert, démarre lentement, je lui envoie un coup de clochette pour lui indiquer le souhait qu'elle se décale afin que je puisse passer, ce qu'elle fait, et puis je m'engage... en fin de compte, je laisse presque glisser mon bus, quoi. Je m'aime pas, pas pressé. Et sauf que j'avais perdu de vue dans les deux sens du terme, perdu de vue visuellement et dans mon rétroviseur extérieur, la cycliste. C'est qu'après que j'ai compris où elle était située. Et j'allais me réengager dans le couloir de bus parce que là, il y a une petite place. Et au moment où je vais pour me réengager, je vois au niveau des portes vitrées du devant du bus la cycliste. Et là, je fais, mais elle fait quoi ? Et je fais quoi ? Et le temps de réaction a été... ça s'est passé en une fraction de seconde. Peut-être qu'en tout et tout pour tout, entre le moment du choc et l'arrêt du bus, il s'est peut-être écoulé 2-3 secondes, grand maximum. Ça a été rapide et violent parce que l'essieu arrière, j'avais entendu un soubresaut et là, je me suis dit, j'espère que c'est pas elle. Sauf que c'était elle. Alors, j'imagine que vous êtes immédiatement descendu du bus avec les PC. Tout de suite, j'ai suivi la procédure de... Donc, j'ai fait sortir les gens, j'ai appelé les secours. Mais en faisant sortir les gens, j'ai regardé ce qu'il en était. J'ai vu la situation. Donc après, je suis remonté dans mon bus, j'ai fait toutes les Donc vous êtes, les interventions. Pour voir la situation, vous êtes descendu du bus quand même. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez vu là En fait, c'était dissocié dans mon esprit parce que d'un côté, il y avait la mort, il y avait une personne qui était couchée au sol, le vélo qui était un peu plus loin, et je voyais un autre vélibiste qui était statique sur sa selle. Et c'est ce que j'avais vu dans mon rétroviseur extérieur. Donc, si vous voulez, dans ma tête, ça a été un flou. Et ça a été un flou pendant au moins 24 heures. Ça a été une sorte de burn-out. Votre esprit s'était bloqué sur l'image que vous aviez dans le rétroviseur ? Oui, parce que dans mon esprit, pour rationaliser la scène, j'arrivais pas à la rationaliser. On va demander une explication à Yvonne. En état de choc, je crois que le mécanisme de défense qui se met tout de suite en place, c'est une forme de confusion, un sentiment étrange, comme si on est spectateur, non pas acteur. On est dans une forme de dissociation, c'est-à-dire qu'on est là, sans être là, et toutes les images sont floues. Il y a aussi une forme d'anesthésie émotionnelle. On essaie d'être robotisé pour faire toutes les démarches, c'est ce que vous dites. Vous avez fait toutes les démarches nécessaires qui font partie du protocole que vous avez dans votre bus. Et donc, c'est pas une froideur, mais c'est comme si vous étiez donc pas acteur de ce qui vous est arrivé. Spectateur. Oui, on sait que le temps s'arrête. Oui.
on est distant de soi-même. Oui. Donc peut-être d'où l'expression être à côté de ses pompes. Mais là, pour le coup, c'est vraiment ça. C'est la dissociation. La dissociation. Voilà. Et ça a perduré très longtemps. Mais on a l'impression d'ailleurs que vous êtes toujours un peu dissocié. Non, parce que je me replonge dedans. Donc c'est toujours difficile de... En plus, on a tendance à déformer les choses. Donc moi, je sais que par rapport... je vais vous donner une anecdote étant donné que je n'avais pas vu la cycliste pendant un certain laps de temps, eh bien, je me suis documenté après mon accident. Et il s'avère que l'esprit ne peut pas supporter de ne pas être dans la raison. Donc la raison domine toujours. Donc étant donné que j'avais loupé un laps de ce temps-là, je l'ai créé pendant ma nuit. J'étais tout content, tout entre guillemets, de dire aux policiers le lendemain de ma garde à vue, enfin, après avoir couché toujours... voilà. Oui, je crois savoir ce qui s'est passé, je crois savoir ce que la cycliste a fait. Elle a fait un contour, elle a contourné la place et puis elle est revenue devant moi. C'était délirant, mais c'était ma logique. Et puis je pensais que c'était ça. Puis bon, voilà, heureusement qu'il y avait les vidéos du bus qui m'ont permis de me ramener les pieds sur terre. Et la commissaire de police m'a dit, venez voir, on va regarder la vidéo ensemble et vous allez voir. Et là, j'ai vu en effet elle me suivait en fin de compte tout le temps. Et voilà. Alors, la cycliste qui a perdu la vie ce jour-là s'appelait Françoise. C'était une jeune musicienne de 34 ans et nous avons contacté sa famille pendant la préparation de cette émission. Et elle a accepté de nous faire parvenir ces quelques images pour nous montrer quelle femme elle était. Avant de mourir brutalement, Françoise était une grande violoniste. Elle jouait dans divers orchestres comme celui de la Grande Écurie et la Chambre du Roi à Tourcoing, ou encore l'Académie Sainte-Cécile en Bourgogne. Elle partageait sa passion avec son frère Philippe, lui aussi violoniste. Très proche de sa famille, Françoise était une jeune femme volontaire, déterminée et d'une générosité sans faille. Mais le 2 mai 2008, Françoise perd la vie, renversée par un bus. J'imagine que vous n'aviez jamais vu ces images ? Non. Ça doit être difficile et douloureux pour vous de les voir ? Oui. Comme je dis souvent, une personne partie, c'est un univers qui s'en va. C'est une personne qui peut donner des choses, qui peut exprimer des idées, des sentiments, qui a sa vie, quoi. Et puis qui peut la partager. Et voilà. Donc, non, c'est violent. Il y a l'accident qui est violent, mais il y a une autre violence beaucoup plus intense. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on a du mal à accepter de faire le deuil de la mort d'une personne. C'est le lien filial qu'il y a entre les êtres humains. Chaque être humain, quand il partage quelque chose, on a tous quelque chose à transmettre, à partager. On pense que de dire du mal d'une personne, parce qu'on est énervé ou que sais-je, on peut employer des gros mots ou on peut avoir des idées un peu plus noires. On pense que c'est rien, que c'est anodin, mais en fin de compte, c'est beaucoup. Le lien qu'il y a entre nous, il suffit d'être confronté justement au fait d'avoir enlevé la mort de quelqu'un. Et là, on prend la pleine conscience de ce qui nous lie entre nous. Vraiment. En tout cas, c'est mon point de vue. On parlait du lien filial, là on va parler d'un lien familial, fraternel, puisque nous allons recevoir quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, qui a accepté de venir sur notre plateau aujourd'hui, qui s'appelle Philippe, et qui est l'un des grands frères de Françoise, qui aurait 42 ans aujourd'hui. Je vais vous demander de venir nous rejoindre. Bonjour monsieur, merci d'être là. Vous ne vous êtes jamais rencontrés tous les deux. Voilà, mettez-vous près de lui. Voilà. Tout à fait. En tout cas, je salue votre courage d'être là sur notre plateau. C'est une démarche importante, j'imagine, pour vous, qui vivez avec cette culpabilité. Philippe, pourquoi vous avez tenu à être présent à ses côtés aujourd'hui ? J'ai été invité. Je n'ai pas demandé à l'être, j'ai été invité à le faire et j'ai accepté. Et vous auriez pu refuser. J'aurais pu refuser, en effet, oui. Pourquoi avez-vous accepté parce que ça m'a semblé important qu'il entende
que monsieur... Monsieur Ouvier, Louis-Henri. Louvier. Oui, Ouvier. Ouvier, que monsieur Ouvier... Louis-Henri. Louis-Henri, d'accord. Que Louis-Henri, donc, entende que de la bouche de quelqu'un qu'il y avait du pardon. Voilà. C'est-à-dire que, enfin, ça a déjà été dit tout à l'heure, mais j'étais pleinement d'accord avec ça, c'est tout de même une relation qui s'est créée. Alors, il y a des relations qu'on initie d'une façon volontaire et puis dans des circonstances heureuses, et puis il y a des relations qui s'imposent à vous. Celle-là, c'en est une. Alors, puisque cette relation existe, tâchons qu'elle suive un cours, Vous aviez eu déjà l'occasion de vous rencontrer? Vous avez déjà eu l'occasion d'implorer le pardon de cette famille? Vous l'avez déjà sollicité? J'ai adressé mes condoléances au père de Philippe. Oui. Est-ce que on a entendu la culpabilité dit ça tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qui vous ronge, vous aussi? Est-ce que vous pensez souvent à Françoise? Et est-ce que pour vous c'est important peut-être de vous adresser à son frère aujourd'hui, comme ça sur notre plateau? Là, ça fait plusieurs questions en une. Est-ce que ça me ronge? Non, parce que j'ai travaillé là-dessus, mais ça m'a plus que rongé, ça m'a totalement anéanti. Et de mon anéantissement, je voulais voir qu'est-ce qui resterait de mes cendres, derrière les cendres, qu'est-ce qu'il y a comme bonhomme, qu'est-ce qui reste de moi. Et donc, je pense que j'ai gardé l'essentiel. Donc après, pour avancer, c'est un peu plus dur quand on n'a pas de désir ou d'aversion. C'est un peu plus compliqué. Et à remettre de la couleur dans un monde ou un spectre dans lequel on le voit la vie en noir et blanc, c'est un peu plus compliqué. Et quand on voit aussi la nature de ses semblables, ça fait grincer un peu des dents. Donc après, bon, il a fallu que je fasse aussi la paix sur tout ça. Maintenant, qu'est-ce que ça me fait que Philippe vienne témoigner et soit à mes côtés, et réciproquement, je pense. Parce qu'en fin de compte, on est chacun... Oui. À côté de l'autre. C'est vrai que c'est une relation non souhaitée, mais imposée par le destin. Voilà. Mais ça me fait très plaisir, ça me fait chaud au cœur, parce que c'est difficile de parler de ça. Moi, je le souhaitais dans mon fort intérieur, de pouvoir les rencontrer. Peut-être pas pour avoir le pardon, en tout cas, c'était pas tout à fait ma démarche première, c'était simplement derrière la personne qui a enlevé la vie de quelqu'un, il y a un être humain. Philippe, qu'est-ce que vous avez éprouvé pour Louis-Henri au moment où l'accident s'est produit? Je me suis dit qu'il allait passer un sale moment. Un long moment. Long, on ne sait pas. Ça dépend. Un sale long moment. Ça dépend de lui, mais on est le moins long possible, on espère. Mais oui, évidemment, oui. Bien, ça a été dit aussi. En fait, j'étais venu en ayant préparé quelques réflexions. Mais tout a déjà été dit, en fait. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est-à-dire que... Ce pardon, vous n'avez pas éprouvé tout de suite, j'imagine. On passe par plusieurs phases. Tout de suite. Comment c'est possible? C'est une question de vie ou de mort. Il faut tout de suite sortir de l'émotion, que la raison prenne le dessus, parce que l'émotion, évidemment, on ne peut pas en faire l'économie, et c'est un passage, même s'il dure quelques secondes, qui est incontournable. Et en même temps, il est contre-productif, parce qu'on ne résout pas les problèmes dans l'émotion, on résout les problèmes en réfléchissant. Si je réfléchis, je me dis quoi? Je me dis, premièrement, ma sœur ne va pas revenir. Deuxièmement, ce monsieur, il l'a tué, mais ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Troisièmement, peut-être bien que moi aussi, un jour, je peux faire cela, bien que je n'en ai absolument pas l'envie. Je peux me retrouver dans des circonstances où, pour X raisons extérieures ou intérieures, ça arrive. Et alors? Et après?
Voilà. Florence, c'est un raisonnement que vous partagez ou que vous avez mis des mois et des mois à vous formuler, peut-être jamais? Je voudrais dire que vous avez sur le plateau 3 hommes extraordinaires. Je sais pas, c'est pas du tout la majorité, hein. Et que c'est vraiment très très beau votre geste d'être venu et comme vous dites, ça ramènera pas ni Françoise ni Nicolas, mais il faut faire la paix à un moment donné. Surtout quand il était coupable. Oui. Avec soi-même. Voilà. Des deux côtés d'ailleurs. Voilà. Avec soi-même. Ça a dû être beaucoup plus long de trouver cette paix, d'être dans l'acceptation. Je ne sais pas si vous y êtes parvenu encore aujourd'hui. J'ai d'abord trouvé un échappatoire, on va dire comme ça. J'ai changé de nom. Puisque j'ai expliqué sur mes courriers officiels, parce que pour changer de nom officiellement, il faut faire des courriers à l'administration. Et j'ai dit que Florence Guérin était la maman de Nicolas Guérin et qu'elle est morte avec son fils le 1er juin 1998. Nicolas est mort à minuit 5. Et ça a été accepté. Même mon avocat n'y croyait pas. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit « Tu sais qui te parle ?» Il me dit « Non, Florence Nicolas. Mais ça, c'est parce que Nico, il est toujours là, normalement. Maintenant, il aurait 23 ans. Je vous aurais dit « Bonjour, Florence. » Nicolas, je crois qu'il serait grand parce qu'il devait être grand. Enfin, il aurait dû être grand. Ouf. Et voilà. On va revenir au procès de Louis-Henri, un procès qui a débuté en janvier 2012. Vous avez mené quelle vie pendant les 3 ans et demi qui l'ont précédé, ce procès? C'est simple, vous me mettez dans un brasier, vous mettez les flammes à fond, et puis voilà, ça donne à peu près un bel enfer, quoi. Si Hadès, le monde d'Hadès existe, j'ai peut-être fait une petite visite pendant ce temps-là. Enfin, excusez-moi d'être un peu ironique, mais franchement, ça n'a pas été une partie de plaisir. Philippe, ça vous paraît long, ce temps, avant le procès? Évidemment, me concernant moi, ça m'était un peu égal. Pour moi, le procès, il avait peut-être qu'il a une utilité, je ne sais pas. On m'a fait la réflexion il n'y a pas longtemps pour celui qui est accusé et qui est jugé. Enfin, il a en tout cas certainement, évidemment, on ne peut pas en faire l'économie parce qu'il y a toujours besoin, indépendamment des personnes en présence, il y a toujours besoin pour la société de présenter encore et toujours un marqueur comme quoi il y a des choses qui ne doivent pas, autant que possible, exister. Bon, mais moi, personnellement, j'avais pas besoin de ce procès. De toute façon, je n'y suis pas allé. J'ai refusé d'y aller parce que j'avais très peur, en fait, que ça me ramène à l'émotion et que ça me tire en arrière, vers le bas. Moi, ce que je voulais, c'était... La première chose que j'ai faite, quelques minutes après avoir pris la nouvelle, j'ai été dans mon ordinateur et j'ai enlevé toutes ces coordonnées de ma sœur. De votre sœur? Oui. C'était pas un geste violent, c'était... Vous étiez très proche d'elle? Pardon? Vous étiez très proche d'elle? Oui, très, oui. Oui, on travaillait énormément ensemble. C'était mon sans prétention aucune, mais mon bras droit presque. Enfin, oui, voilà. Donc vous avez enlevé toutes ces coordonnées? Oui, parce que c'était une sorte de manifestation, de geste qui indiquait que déjà je commençais à tourner la page. C'était pas violent, c'était pas pour une rage ou quoi, c'était juste pour... Bon, voilà. Voilà ce qui est. Et voilà maintenant comment il faut... Ça suppose quand même, Yvonne, une grande force, une approche très philosophique de la vie. Philosophique, quasiment spirituelle, parce que ce que je voudrais souligner en entendant Philippe, c'est que vous avez bien sûr accepté le pardon, la demande de pardon de Louis-Henri. En revanche, quand vous dites que vous l'avez accepté, je ne sais pas si vous avez réellement pardonné, parce que le pardon sollicite une relation avec Louis-Henri. Et vous avez évoqué le terme relation. Oui, mais elle n'a pas eu lieu, cette relation. Elle n'a pas eu lieu. Donc, pour qu'il y ait pardon, il faut quand même une relation. Sinon, ce n'est pas possible. C'est quelque chose de très fictif et de très virtuel. C'est possible. Donc, vous avez accepté sa souffrance, vous avez accepté la compassion, et vous, quelque part, mais c'est une acceptation de sa demande. Mais ce n'est pas un vrai pardon. À réfléchir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis désolé, mais
à chaque fois, la notion de pardon nous renvoie à des connotations qui sont peut-être pas exactement les bonnes. Parce que finalement, c'est de l'acceptation dont on parle. Voilà. C'est pas une question de pardon, c'est une question d'accepter l'idée qu'on a pu ôter la vie et que pour autant on n'en est pas coupable au sens moral du terme. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une infraction, elle a été sanctionnée, etc. Oui, bien sûr, je parle pour monsieur. Oui. Et par rapport à vous, qui êtes un proche, donc le frère de la victime, il ne s'agit pas de pardonner, il s'agit d'accepter l'idée que cet homme soit en mesure de vivre et ne soit pas un salopard, même s'il a fait ce qu'il a fait. Oui, c'est ça. C'est exactement. Enfin, il me semble que c'est plus de cet ordre-là. Et le pardon, accepter l'idée que c'est un humain. Le pardon, ça renvoie à des notions qui sont plus d'ordre, j'allais dire, quasi religieuse. D'accord. Mais c'est aussi pardonner pour soi, pour s'alléger. C'est l'absolution. Pour s'alléger, parce que vous avez évoqué le fait que vous n'êtes pas dans la haine. D'avoir effacé tous les coordonnées de Françoise, c'était une manière tout de suite de se mettre dans un processus de deuil, quelque part. Mais c'est rare, parce que d'habitude, la première phase du deuil... C'est le déni. Oui, mais c'est au contraire de se raccrocher à tout ce qui appartenait à la personne qui n'est plus. Oui, mais est-ce que des Philippe photos, avait... des coordonnées, et c'est rare d'avoir tout de suite, immédiatement, ce réflexe-là. C'est pour ne pas être dans la haine de l'autre et dans la haine de soi. C'est pour ne pas alimenter quelque chose de l'ordre de la vengeance. Il y a deux choses. Absolument. Voilà. Oui, absolument. Et la haine de l'autre, la haine de soi, parce que c'est la même chose. Oui. Mais Marc n'est pas d'accord ? C'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je pense qu'il y a aussi chez Philippe une manière quelque part de se protéger de son émotion, parce qu'il sait qu'il peut gérer sa raison, il peut pas gérer ses émotions. Chez les deux d'ailleurs, il y a un peu la même Et le fait de rentrer dans un comportement immédiatement raisonnable, alors que la plupart des gens qui perdent un être cher sont dans la déraison absolue, sont dans l'irrationnel. Je connais quelqu'un qui a perdu son mari depuis maintenant plus d'1 an et demi. Il n'y a pas une affaire qui est bougée la voiture est devant la maison et elle n'en bougera pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est souvent plus des comportements de cet ordre-là qu'on a l'habitude de vivre. Or, vous, on a l'impression, non pas que vous... Je ne voudrais pas que le terme soit mal pris, mais non pas que vous vous protégez de ces émotions, mais vous savez ce qu'elles peuvent générer. Oui. Y compris dans l'excès, dans des choses que vous n'acceptez pas vous-même. Oui. Voilà. Donc, mais il faut avoir un travail. C'est vrai, je suis d'accord avec Florence, on prend un bain d'humanité, là, je dois dire, assez impressionnant. Il y a aussi chez Philippe une dimension artistique qui a favorisé ce genre de travail rapide. Parce que si vous n'étiez pas artiste, si vous n'auriez pas pu métaboliser au sens, digérer tout de suite ça avec autant de rapidité. Il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui vous a porté pour... Ah oui. Voilà. Alors, vous faites quoi comme... vous jouez d'un instrument, donc manifestement ? Oui, je joue d'un instrument. Oui. Duquel ? Du violon et puis de la famille, de tous les instruments qui se tiennent à bras, quoi, oui. Louis-Henri, pourquoi vous soufflez quand vous entendez Yvonne ? Ça vous paraît trop abstrait, toutes ces notions ? Oui, totalement décalé. C'est-à-dire ? Pour moi, je suis pas en accord, même un désaccord. Vous parlez pas d'accord de musique, là ? Non, pas. Non, mais je suis resté dans mes pensées sur le pardon. C'est-à-dire Expliquez-moi. Ah non. Là, le pardon, c'est déjà, on peut pas le dissocier de l'amour. Donc je vois pas pourquoi il faudrait avoir une relation avec quelqu'un pour l'aimer. Déjà, premièrement. On peut très bien avoir de l'empathie pour une personne qu'on ne connaît pas et comprendre très bien ce que l'autre peut vivre ou ressentir sans pour autant l'avoir vécu ou expérimenté ou avoir eu une relation physique avec cette personne-là. Je pense que l'amour peut transcender beaucoup de choses. Et je pense que si il a ressenti certaines choses, et pas seulement lui d'ailleurs, parce qu'il y a eu d'autres personnes de sa famille qui m'ont adressé leur pardon, c'est qu'ils ont une réelle empathie envers leurs semblables. C'est tout, point. Il n'y a pas à intellectualiser. Vous voulez dire que c'est dans leur nature ? Vous voulez dire que c'est dans leur nature ? Non, déjà, c'est dans... Vous voulez dire que c'est dans leur nature ou c'est lié à vous et à ce qu'ils ont senti de vous ? Déjà, pour commencer. Il faut replacer le don de soi et le pardon, c'est dans chaque être humain. Simplement... Oui, en effet, c'est un peu plus développé peut-être du côté de chez Philippe. Ça, je l'avoue. Et pas seulement Philippe, mais l'ensemble de sa famille, ne serait-ce que son père, avec qui j'ai pu m'adresser, et sa sœur, à la fin du procès. Et sa belle-sœur aussi, qui m'ont adressé leur pardon. Alors peut-être aussi qu'ils ont... Ça vient de vous aussi, qu'ils ont senti en vous quelqu'un de particulièrement... sensible à la dimension de ce qui s'est produit, quoi. Je veux dire qu'on ne s'était jamais rencontrés en même temps. Hein. Je reconnais que
Il y a certainement un peu de ça. Je ne sais pas si c'est Philippe qui peut en parler, parce que là-dessus, je ne peux que supputer leurs pensées, donc j'en sais rien. C'est peut-être ça ou pas ça du tout. Mais je pense qu'au travers des faits, parce que c'est un pragmatique au départ, il exprime déjà la raison qu'il a par rapport à cette situation. C'est sûr que les faits, peut-être, lui a permis de ne pas générer trop d'émotions. Mais quand vous dites, oui, Henri, que tout le monde est capable de pardon, d'empathie, oui, c'est vrai, enfin, il n'y en a pas beaucoup qui... là, on assiste à une véritable humanité. C'est comme une course de voile. On est sur la mer et puis on n'est pas tous au même endroit. Ouais. Oui. Je suis d'accord. Il y en a qui restent sérieusement au port. Il y en a qui ne savent pas prendre le vent. Oui, mais alors absolument. Mais je suis d'accord sur l'idée, elle est très siècle des Lumières, de se dire que tout le monde a finalement au fond de soi de la bonté et non pas de la méchanceté, a priori. On est tous d'accord. Après, pourquoi les rencontres ne sont pas les mêmes? Pourquoi Florence n'a pas pu, en quelque sorte, et je choisis mes mots, bénéficier d'une telle rencontre? C'est parce que la personne qui était face à elle n'était pas apte à recevoir et à communiquer dans ces conditions-là. Oui. Là, vous vous retrouvez sur des rencontres qui matchent, si je puis dire. Oui, absolument. Et c'est pour ça que c'est important, tant pour vous que pour vous. Et alors, on va revenir à Issa, qui est en face de nous et qui souffre énormément. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Parce que je pense que lui, il est dans cette dimension humaine de réflexion, d'empathie, de culpabilité. Ça fait déjà donc combien d'années? 6 ans bientôt. 6 ans. En fait, c'est un déclic. Il y a un processus de nettoyage intérieur, ça c'est évident. Je veux dire, on s'enlève tous les voiles, quoi. C'est très clair. Hein. Si on ouvre bien les yeux et qu'on a le courage d'avancer droit devant soi et de regarder la vérité, même si elle brûle les yeux, on a des bonnes chances de pouvoir s'en sortir. Mais il y a le pardon va aussi peut-être aussi avec une grande partie de lâcher prise. C'est-à-dire que quand la raison a pris, elle est là, c'est compris, c'est intégré. Oui, je souffre, oui. Elle est morte, oui. Et on fait quoi? Philippe, est-ce que vous diriez? C'est de lâcher prise. Ouais. Je dirais... c'est difficile de dire quelque chose parce que je ne peux pas... je dirais qu'il faut absolument, absolument se convaincre qu'on est aimé quand même. Qu'on est aimable, que rien n'est changé là-dessus. Qu'on est aimable. C'est ça, c'est la privation. Enfin, je parle de quelque chose que je ne connais pas, mais il me semble on trouve peut-être on pense peut-être que parce qu'on a fait telle chose, il serait juste qu'on paye d'une façon ou d'une autre, ou qu'il arrive quelque chose en retour, qui vienne. Mais non, le bonheur, c'est je crois, de ne pas se dévaluer en tant que, je vais le dire à ma manière, en tant qu'enfant de Dieu. Voilà, de ne pas. Il nous aime tous, on est tous aimés et il arrive une chose, un acte, ça n'est pas toute la vie. C'est comme monsieur a dit justement, c'est arrivé, c'est effectivement très bête. C'est dramatique, mais en même temps, ça n'est pas toute la vie. Voilà. Et vous dites qu'il faut différencier l'acte de la personne. Voilà, exactement. Exactement. Et vous, Florence, selon vous, Issa devrait s'y prendre comment pour s'adresser aux parents de la victime? Comme il s'exprime, avec son cœur, et mettre ça sur du papier, comme les mots viennent, et l'envoyer. Après, ça sera reçu, ça sera pas reçu, ça sera perçu, peu importe. Vous aurez fait ce que vous avez envie de faire. Et ça, c'est important.
On va libérer Philippe, qui a un concert, je crois, ce soir. Et les répétitions avant, il faut que j'y aille. On va vous applaudir et vous remercier d'être venu. À bientôt. Merci d'être venu me voir. Vous vous êtes dit à bientôt tous les deux. C'est que peut-être vous envisagez de vous revoir. Oui. Oui. Ça nous fait plaisir, en tout cas, d'être à l'origine de cette rencontre. On va revenir à l'histoire de Florence. Votre accident a eu lieu le 31 mai 1998. Vous rentriez en voiture de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle vers Paris avec votre fils, donc, qui avait 5 ans à l'époque, qui était à bord de la voiture. Quel souvenir vous gardez des quelques secondes avant le choc? Des quelques secondes avant le choc, merveilleux, puisqu'on est rentré dans la voiture. Et Nicolas, qui avait passé le week-end avec son papa, donc des fois ça se passait, parce que moi je suis une maman aimante mais sévère, hein. C'est moi qui commande, Claire. Et donc des fois il oubliait un petit peu, là pas du tout. Et il m'a embrassé, j'avais un t-shirt sans manches, il m'a embrassé tout le bras. Et je lui ai dit, pourquoi tu fais ça, Gnou-Gnou? Il m'a dit, oh maman, moi je t'aime trop fort. Ah, j'ai dit, moi aussi. Et c'est fini. Ma première vie s'arrête. Je sais, là, nous étions dans le parking de l'aéroport, donc je sais que j'ai quitté l'aéroport, je sais que j'étais sur la route, puisque j'ai eu l'accident sur la route. Mais les docteurs ont dit que mon cerveau aurait pu annuler, là, il a annulé 10 minutes, un quart d'heure, mais il aurait pu annuler 5 ans, 8 ans, je sais pas d'où ça vient. Ça s'arrête à la dernière phrase de mon fils et à ce geste. Yvonne? C'est un ictus amnésique, c'est-à-dire d'un seul coup, c'est le fameux trou noir. Ouais. Et c'est le choc qui peut provoquer ce genre de choses. On déconnecte, c'est une déconnexion immédiate. Et ça peut durer 10 minutes, effectivement, comme 3 heures. En fait, vous êtes raccroché à ce qui vous faisait du bien, j'imagine, d'entendre les mots d'amour de votre fils. Oui, le reste, je ne le vois pas. Et je remercie du fond du cœur les témoins. Parce que je ne peux pas dire, voilà, il y a quelqu'un qui est arrivé très vite et qui m'est rentré dedans. Je ne peux rien dire. Je n'ai aucun souvenir. Parce que vous étiez dans quel état, vous, après le choc et à quel moment vous avez... Moi, j'étais en coma, traumatisme crânien, la jambe en 1000 morceaux, la mâchoire cassée, les côtes fracturées, je ne sais plus, pas bien. Vous êtes resté combien de temps dans le coma? Je crois 1 semaine. Et puis après, je suis restée en fauteuil roulant. J'ai dû réapprendre à marcher à 33 ans. À quel moment votre entourage ou le corps médical vous ont informé de l'horreur? Lorsqu'on m'a annoncé ça, moi qui adorais mon fils, j'ai juste dit « oui, je sais ». Enfin, c'était évident parce que je criais sans arrêt « mais il est où Nicolas? Pourquoi on ne m'amène pas Nicolas? Je veux voir Nicolas, même avec ma mâchoire cassée qui tombait. Où il est Nicolas? Où... » Et je ne le voyais pas, donc il n'était plus là. C'était pas... Enfin, je ne sais pas, je pense que c'est un ressenti animal, j'en sais rien. Comment vous avez réagi? Parce que ça a été sur le coup, mais après vous avez dû sur le coup, parce plonger. Que ma meilleure amie que j'ai encore vue hier m'a dit que je l'avais appelée en hurlant, en disant Nicolas est mort, comment je vais vivre. Bon, donc ça c'était une autre réaction. Et puis après, je crois que ce qui m'a aidée à continuer, c'est que je devais m'occuper de moi, puisque j'étais en fauteuil roulant. J'avais des opérations, puisque quand on vous met des broches dans la jambe et dans la mâchoire, ensuite il faut les enlever à un moment donné. Donc il y a eu plein d'opérations et j'étais forcée de m'occuper de ça. Et la deuxième opération d'ailleurs de la jambe qu'on voit là, quand on m'a enlevé les broches, j'ai choisi la date du 31 mai. Et le matin, j'ai été au cimetière, sur la tombe de Nico. Et j'ai dit, Nico, une petite erreur d'anesthésie, ça arrive de temps en temps. Il faut que ça arrive hein, aujourd'hui, parce que comme ça, je te rejoins, parce que maman, elle est fatiguée, là. Moi, je sais, c'est pas très bien, mais bon, c'est comme ça. Vous étiez plus de goût, plus d'envie de vivre. Pas sans mon fils, c'était pas possible. Pas possible. Vous étiez présente au moment du procès? Oui. Vous avez pu regarder en face l'auteur de... Oui, un homme qui ne me regardait pas et j'ai tenu à aller à la barre alors que le juge m'a dit non, vous êtes responsable en rien du tout, je suis 100% innocente. J'ai dit non, je veux venir à la barre pour dire que
Dans cet accident, il n'y a pas un mort, il y a 2 morts. Je suis morte aussi avec mon fils. Et ça, c'était hyper important parce que c'est tellement la vérité. Et ils vous regardaient pas? Non. 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, 5 ans d'annulation de permis, 5 000 € d'amende. Comment vous avez reçu cette condamnation? Le travail de la justice a été fait, mais à quoi ça sert? Enfin si, pendant qu'il sera en prison, il ne conduira pas parce que c'est un récidiviste. Donc Dieu merci, il ne va pas tuer un autre petit Nicolas. Mais c'est vraiment pas ça qu'il faudrait. Moi je souhaiterais qu'il soit vraiment enfermé dans le noir, genre pendant 3 mois, juste qu'il ait que ça à penser, ce qu'il a fait et combien il détruit toute une famille. Parce qu'effectivement, il y a un mort et une blessée grave, mais il y a toute la famille qui a explosé. Et puis ensuite, que ce soit donc sur les feuilles de paye et qu'on enlève une toute petite somme juste pour fleurir la tombe de Nicolas. Et chaque mois, il voit ça. Bon, puis après, au bout de 10 ans, fini. Parce que moi, chaque année, donc le 8 décembre, je vais sur la tombe de Nicolas, je change l'insert. Donc ça a commencé quand il avait 6 ans, puisqu'il est mort à 5 ans et demi. Pour tes 6 ans, maman qui t'aime. Pour tes 7 ans, là on en est à 23 ans, maman qui t'aime toujours autant. Comment vous allez, vous, aujourd'hui? Ça va. Florence Nicolas a mis du temps, mais ça y est. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans cette deuxième vie? Alors, j'essaie toujours d'intervenir dans des lycées quand on m'appelle, pour témoigner. Et je m'occupe aussi d'orphelins, ça, je trouve ça assez magique. Et puis, je voudrais que mon fils soit fier de moi, donc j'ai repris un petit peu ma carrière. Maintenant, ça y est, je suis en phase. Je crois qu'il a fallu tout un temps très long. Alors, vos blessures physiques et psychologiques ont mis votre carrière donc, de comédienne entre parenthèses ces dernières années. Et puis, depuis quelque temps, vous avez décidé de reprendre la direction des studios pour le grand plaisir d'un vieil ami avec lequel vous venez de tourner un film. On va écouter ce qu'il dit de vous. Bonjour. Comment vous avez connu Florence? J'ai connu Florence il y a très longtemps dans un restaurant. C'était une très jolie femme, vivante, drôle, espiègle, pleine de vie. Une jeune femme épanouie. Et la naissance de cet enfant a été évidemment un moment important pour elle. C'est une chose qu'elle attendait depuis longtemps. C'était une jeune femme devenue mère heureuse. En 1998, il y a eu l'accident. Elle était brisée. Je ne savais pas si elle tiendrait le coup. Sa vie a basculé, quoi. Elle a arrêté d'être comédienne. Elle a trouvé d'autres raisons. Elle a changé son nom, puisqu'elle a pris comme nom de famille le prénom de son fils. Une des premières fois qu'elle a rejoué, c'est là, dans le film que je viens de finir. Elle a évidemment une émotion maintenant qui la porte et qui est naturelle, quoi, qui est le résultat de tout ce qu'elle a pu vivre et de comment elle a, pas surmonté, parce que je crois qu'on surmonte jamais la mort de son enfant, mais comment elle l'a intégré, comment ça fait partie d'elle. Et ça la rend terriblement humaine. Florence a rempli sa vie de l'absence de son fils. C'est-à-dire que l'absence de son fils est devenue une chose qui lui a permis de vivre aussi, autrement. Donc, tout ça est bizarrement extrêmement vivant. Voilà. Son fils est vivant. Les gens ne meurent que si on les oublie. Hein. Tant qu'on les oublie pas, ils sont pas morts. Quel message vous aimeriez lui adresser? Le message que j'ai à lui transmettre, c'est de lui dire merci d'être comme ça, parce que c'est une leçon pour son entourage et pour les autres, que de voir quelqu'un qui a vécu ce qu'elle a vécu et d'être encore debout. Donc, on a plus envie de lui dire merci de nous montrer ce que c'est le courage que de l'encourager elle-même. Alors, vous aviez envie d'adresser un message, je crois, non pas à Michel Bougenat, ou peut-être à Michel Bougenat. Non, merci du fond du cœur d'être mon amie depuis tellement d'années. Et puis j'ai adoré, on a tourné ensemble, c'était waouh. Ça y est, je sais maintenant que je suis prête. Ça a été vraiment un déclic, je me suis dit là, ça y est, c'est bon. Louis-Henri, vous êtes encore chauffeur de bus aujourd'hui? Non. Vous faites quoi?
J'ai été reclassé en tant que conducteur de la voiture de régulation et on intervient à deux en binôme sur les interventions, accidents de la route, corporels, matériels, manifestations, conflits entre voyageurs. Donc là encore, vous avez donné du sens à ce qui vous est arrivé en vous mettant au service des autres. Oui, enfin, disons qu'ils m'ont aidé à me trouver un travail pour peut-être me donner ce sens-là, je ne sais pas. Il faudrait peut-être leur demander. En tout cas, je suis heureuse de vous voir sourire. Je vous ai vu évoluer tout au long de l'émission et on sent que ça vous a fait du bien de venir sur ce plateau. Peut-être. Peut-être, hein, si je peux me permettre. J'ai été ravi de voir la famille. Et puis de pouvoir partager, ne serait-ce qu'entre nous. Et puis peut-être que certains téléspectateurs porteront un autre regard sur la séparation. C'est la séparation d'une personne qui disparaît définitivement de la vie, de la scène de la vie, et donc la mort, il faut la nommer. C'est comment gérer ça, c'est pas facile. Je peux comprendre de mon point de vue comme de ceux qui ont perdu leurs proches, qu'ils aient des assentiments, des émotions fortes. Tout ce que je souhaite, c'est simplement que ceux qui m'entendent puissent en prendre note et essayer d'intégrer la paix en eux, essayer de trouver la paix et pardonner. Je voudrais juste dire quelque chose qui pour moi semble essentiel. On n'a pas de nom pour les parents qui ont perdu un enfant. Et comme je l'ai écrit dans mon livre, pour moi, j'ai trouvé démence seule. Pourquoi? Parce qu'on est très proche de la folie, de la démence. Et quoi qu'il arrive, seul, même si je suis venue accompagnée par ma maman et Bruno Zincone, je suis avec mon fils, mais on est en dehors. Et il n'y a pas de mots, et ça serait beaucoup plus facile d'en créer un, et il n'y a pas de case sur les feuilles d'impôt. Et ça, c'est horrible, parce que quand vous avez la douleur d'avoir perdu un fils et que vous ne trouvez pas la case, et que l'année d'après, les impôts vous envoient le dépliant marquant que vous avez un fils à votre charge né en 92, alors que l'année d'avant, vous avez tout envoyé, comme quoi il était mort, c'est horrible. Donc, je ne sais pas, faites quelque chose. Moi, je propose des mensuels, si vous avez d'autres idées, mais que ce soit facile à dire, parce qu'à nos âges, on nous demande ça va, et tu as des enfants. Voilà, alors que si je vous dis je suis divorcée, vous comprenez, hein, paxé, machin, tout ça, ça se comprend. Voilà, on n'a pas de petits mots. Ce qui est intéressant, c'est que vous portiez son nom. C'est-à-dire qu'au fond, votre fils est vivant à travers votre nom. Il est en vous, avec le même nom. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont compris ça. Mais pour moi, c'était essentiel. Oui. Issa, la piste de donner un sens à ce drame que vous avez vécu est peut-être intéressante aussi pour vous aider à continuer à vivre. Vous y avez pensé? En venant ici, c'est un début déjà. C'est sûr. Déjà. Mais est-ce que vous avez pensé à vous mettre au service des autres, à essayer de trouver quelque chose de ce type-là? Oui, bien sûr. On vous souhaite de pouvoir trouver la paix. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous tous pour ces témoignages courageux et merci à vous pour votre fidélité. Soyez donc prudents sur la route. Merci à Yvonne et à Maître Gégeur. On se quitte avant de se retrouver dans l'Histoire continue. Et n'oubliez pas, comme chaque semaine, vous pouvez nous retrouver dans votre version féminin. À tout de suite. Merci. En fait, j'avais l'impression que plus mon ventre s'arrondissait et moins on se voyait. On était à 5 minutes l'une de l'autre, mais on n'avait jamais été aussi éloignés. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. On sait aujourd'hui que naturellement, on ne pourra jamais avoir d'enfant. C'est qu'au quotidien, c'est une ambivalence terrible. Je me dis que peut-être j'aurai jamais ça. Un mois avant que j'accouche, ma sœur faisait ses cartons pour déménager. Rien ne va plus entre Priscilla et Angélique, des jumelles qui jusqu'ici avaient vécu dans la fusion. On s'est mariés à peu près aux mêmes périodes, à 3 mois d'intervalle. Mon mari fait du vélo de route et il était dans un club. Il y a un garçon qui est arrivé dans le club, qui s'est tout de suite bien entendu avec Christophe. Il lui a montré une photo de moi et Rodolphe lui a dit « mais elle aurait pas une sœur jumelle, ta copine ?» Jusqu'à il y a 1 an, on avait des vies quasiment calquées l'une sur l'autre. Si elles sont là aujourd'hui, c'est pour rétablir le dialogue. Pour avoir une relation vraiment comme avant,
Ça va être compliqué, mais ça va se faire. Vraiment, ne pense pas que je ne t'aime plus, que je suis partie contre toi. C'est pas du tout ça. Mon amour, il sera toujours aussi grand pour toi. Vous avez le droit de vous prendre dans les bras. Hein.